Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes aujourd'hui le 30 novembre 2021, au lendemain d'une séance légèrement positive sur le vieux continent, avec des indices qui ont été soutenus par le secteur des voyages et des loisirs, alors qu'en parallèle, un certain responsable de la santé ont déclaré que le variant du coronavirus ne semble provoquer que de légers symptômes d'infection. Dans ce contexte, le géant pharmaceutique Moderna a également annoncé qu'un vaccin reformulé contre ce nouveau variant pourrait être prêt au début de l'année. Alors cet optimisme a également prévalu hein, à Wall Street. Le Dow Jones a réussi à gagner près de 1% à un moment, le S&P 500 1,5% et le Nasdaq 2%. Notamment après que le président américain Joe Biden a déclaré que des mesures de restriction, des mesures de confinement face aux nouveaux variants n'étaient pas à l'ordre du jour. Alors selon lui, si la population est vaccinée et porte son masque, il n'y a pas besoin de mesures de confinement. Alors, il a assuré également qu'il n'y aurait pas de nouvelles restrictions de voyage. Il faut savoir que le variant, selon lui, présente des risques importants pour l'emploi et renforce l'incertitude concernant l'inflation. Il a également déclaré que la hausse de l'inflation devrait durer jusqu'en 2022, une inflation qui n'est plus aussi transitoire que ce que voulaient nous faire penser les responsables politiques de la Réserve fédérale américaine. Et d'ailleurs, hein, encore par rapport à Moderna, qui prépare un vaccin sur mesure, le PDG de Moderna a déclaré que les vaccins qui sont disponibles actuellement seront certainement moins efficaces contre ce variant. Alors concrètement, les valeurs technologiques ont été les plus performantes. Les actions liées au secteur du voyage ont commencé la séance en hausse, et après sont revenues à l'équilibre, voire en légère baisse. Euh, Avant de rebondir à nouveau, donc une séance plutôt agitée hein, pour ces valeurs. À noter que cette semaine, les investisseurs se concentreront sur le rapport de novembre sur l'emploi vendredi, donc le rapport NFP pardon, et sur l'enquête ISM de l'industrie manufacturière publiée mercredi. Donc bon, vous pouvez le constater ici, hein, le rebond de lundi a été vraiment de courte durée et on a pu assister à un retour à la version pour le risque lors de la session asiatique, hein, des indices asiatiques qui sont en chute libre. Les futurs DAX sont aux portes des 15 000 points. Ils sont allés chercher les 14 900 points. Le S&P 500 est allé tester, les futurs S&P 500 sont allés tester la zone des 4 600 points. Donc concrètement, on a eu, concernant le contexte de marché, des déclarations de Joe Biden affirmant que les États-Unis ne reconfineraient pas, pardon, et des annonces de laboratoires comme Pfizer, BioNTech et Moderna et Johnson Johnson qui annoncent un prochain vaccin qui cible très précisément ce nouveau variant. Tout cela a contribué à rassurer les investisseurs, mais changement d'humeur pendant la session asiatique, on revient en risk-off, en aversion pour le risque. Sur le marché action, on notera Twitter qui a bondi de plus de 2% en début de séance d'hier. On a même interrompu la cotation de Twitter. Et cela fait suite à l'annonce de la démission du cofondateur Jack Dorsey du poste de PDG et à la nomination de Parag Agrawal, actuel directeur de la technologie. Donc Dorsey qui restera au conseil d'administration hein, jusqu'au mois l'année 2022. Et concrètement, il décide de quitter Twitter parce qu'il pense que l'entreprise est prête à tourner la page de ses fondateurs. Il faut savoir que Jack Dorsey a été critiqué par des parties prenantes de Twitter qui ont soulevé des questions quant à la capacité de Dorsey à gérer deux entreprises. Je vous rappelle qu'il est également PDG de l'entreprise de paiement numérique Square Inc. Voilà pour cette parenthèse Twitter. Un mot hein, très rapidement sur le marché du pétrole, en baisse de plus de 3% à cause du regain d'aversion pour le risque. Le WTI qui est passé sous la barre des 70 dollars, on est à 68,10 environ, et le Brent également en repli aux alentours légèrement au-dessus des 71 dollars. Alors l'OPEP Plus a reporté sa réunion de mardi à jeudi pour évaluer l'impact de ce nouveau variant sur l'économie mondiale et la demande de carburant. Et pour le moment, hein, les marchés spéculent sur une pause potentielle dans l'augmentation de la production, peut-être ça pourrait être pris comme des représailles face aux États-Unis. Alors sur les métaux précieux, l'or s'est replié de plus de 0,5%, l'argent de plus de 1,20%. Dans un contexte de renforcement du billet vert et de hausse des rendements du trésor. Mais le billet vert est en train
s'est replié par la suite. On va détailler tout cela. On va commencer par les indices boursiers. Le marché action, vous voyez cette chute libre pendant la session asiatique. On voit cette baisse considérable du Nikkei, un Nikkei qui a perdu pendant la nuit plus de 4%. Et donc le CAC 40 débute la séance avec un gap baissier. On est de retour sur le palier de SSB, les 6650 points environ. Donc c'est vraiment le support de dernier recours hein, ici, parce qu'un franchissement du nuage nous ferait passer en tendance baissière. Selon la théorie Ishimoku, tant qu'on est au-dessus du nuage, la tendance est haussière, à l'intérieur c'est neutre, et en dessous la tendance est baissière. Donc vous voyez, on est vraiment en train de tenir le coup concernant le CAC 40, et peut-être qu'un rebond en ce début de séance sera possible afin de combler le gap, et donc la prochaine résistance est à 6750 points. Le DAX également cède à la pression et est allé marquer un nouveau creux, 14 900 points. On repasse au-dessus des 15 000 points. On va tenter de repasser au-dessus des 78,6%. Alors, est-ce qu'on va continuer en territoire négatif en Europe dans le sillage de l'Asie hein? Ça reste très probable. Et dans un tel scénario, les 14 800 points seront une cible baissière. Pour le DAX, attention à ce niveau, j'insiste là-dessus, si on venait à casser ce support, donc les 14 800 points environ, qui représente également le creux qui a été marqué le 6 octobre 2021, alors dans ce cas-là, la baisse devrait s'approfondir avec pour cible les 14 380 points, donc un début de séance qui sera décisif, soit on continue dans le sillage de la séance asiatique en repli et on va chercher support pour pourquoi pas le casser, soit on retrace et on essaie de revenir au retracement à 61,8%, les 15 370 points. Alors pour l'heure, hein, la version risque semble prendre le dessus sur les marchés européens malgré une tentative de rebond qui hisse le DAX à 15 100 points. Prudence aujourd'hui lors de ce début de séance européenne. Vous voyez le Nasdaq également, les futurs Nasdaq en repli, 16 330 points. On sort à nouveau hein, du nuage Ishimoku en données H4. On a tout de même une Chikuspan qui a du chemin avant de valider ce signal baissier. Donc effectivement, repli du Nasdaq, mais on est bien loin d'avoir un signal. On est bien loin d'envisager un retour vers les 15 930 points environ, parce qu'effectivement, si on venait à casser la Kijun, où est la Kijun en données H4? Elle est à 16 218 points. Si cette Kijun cède, le prochain support est là. Hein. Souvenez-vous de cette moyenne mobile à 200 périodes, on l'a beaucoup utilisée hein, par le passé. Elle nous a donné des signaux d'achat et de vente. Hein. Vous voyez ici, souvenez-vous, la cassure de cette moyenne mobile de 100 était un signal d'achat et donc tout naturellement si on venait à casser à la baisse cette moyenne mobile de 100 comme ici, c'était un signal de vente qui nous a amené au creux que l'on a connu récemment et donc si on casse à nouveau cette moyenne mobile de 100, effectivement on pourrait voir les cours du Nasdaq se replier en direction des 15 400 points. Ici, un niveau qui n'a pas été revisité depuis la fin du mois d'octobre 2021. S&P 500 en repli également, 4618 points à l'heure actuelle. Vous voyez ici, la situation n'est pas similaire hein, en données H4. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu notre signal de vente qui a été validé dans la foulée. Donc, on est toujours en baisse, on est toujours dans ce mouvement qui a fait suite au signal, à la validation du signal ici. Donc, dans ce mouvement de baisse, ici, on peut s'attendre à un repli aux alentours des 4540. Alors, est-ce que l'humeur va s'améliorer en cours de séance? Pour l'heure, hein, je le répète, on est dans le sillage baissier de la séance asiatique. Le Dow Jones en données journalières qui vient tester encore le bas de son nuage, un nuage qui tient bon hein, tout de même en tant que support. Il n'y a pas péril dans la demeure pour le moment, seul un passage sous les 34 200 points confirmerait les perspectives baissières et donc on pourra avoir un repli beaucoup plus ample pour aller chercher les 33 400 points environ. Donc le niveau à surveiller sera le support à 34 200 points ici. Pourquoi 34 200 points? Pourquoi ce niveau très précisément? Pourquoi pas 34 555 par exemple? Tout simplement parce que si on va chercher les 34 555, il faut raisonner en termes de lagging span. Ça ne serait pas étonnant, ça correspondrait à une lagging span qui vient chercher la SSB. En revanche, à 34 200, ça correspond à une lagging span qui se désengage du nuage, qui sort par le bas du nuage et donc qui valide le signal de vente qui aura été donné précédemment
par la sortie par le bas du nuage, sortie par les cours, hein, bien entendu. Donc voilà le niveau à surveiller sur le Dow Jones. Vous voyez en données H4, hein, le Dow Jones est déjà sous son nuage depuis belle lurette maintenant. Et visiblement, on est sur une séquence de creux de plus en plus bas, de sommets intermédiaires également de plus en plus bas. Donc c'est la définition même d'une tendance baissière en données intraday. Tout ce qu'il nous faut, c'est une confirmation journalière qui nous sera donnée par la cassure de ce niveau que nous avons donné, 34 200 points. Voilà pour les indices boursiers. On passe sans plus tarder sur les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies qui n'arrivent pas à trouver de direction claire. Vous voyez, on est dans le nuage concernant Bitcoin en données journalières, au-dessus des 55 000 $, à 56 350 environ. Et ici, on a refusé le franchissement de cette oblique baissière qui relie les récents sommets. Et donc, on a refusé la sortie du nuage par le haut. On repart à la baisse. Attention à la cassure des 55 600 points. Ce serait un retour aux 53 600 environ. Dernier rempart avant les 53 000. C'est vraiment le support qui nous donnerait un signal de poursuite baissière. Hein, et dans ce cas-là, je pense qu'on pourrait perdre autant de terrain que l'on en a perdu depuis les sommets. Donc on pourrait perdre pratiquement dans les 20%. On pourrait aller se placer sous les 50 000 $, aux alentours des 45 000. Donc voilà pourquoi ce niveau sera très important. Parce que la voie serait ouverte pour aller chercher le seuil psychologique à 50 000. Et si on casse les 50 000, ici, on va plus vers les 44 voire 45 000 $. Donc, prudence sur le Bitcoin qui n'arrive toujours pas à invalider ce mouvement baissier. Au contraire, qui semble plier sous la pression vendeuse. L'Ethereum qui a effacé donc la baisse de la semaine dernière, vous voyez ici en données hebdo, on est venu très précisément effacer la précédente bougie rouge. Donc on est de retour aux alentours de la Kijun, on est en pullback dessus et tout l'enjeu de cette séance sera de se maintenir au-dessus de cette Kijun pour espérer aller chercher les précédents sommets, espérer aller chercher les 4870 $. Alors beaucoup pensent que l'Ethereum que l'Ether, c'est-à-dire la crypto-monnaie native d'Ethereum, a de meilleures perspectives que le Bitcoin pour de nombreuses raisons. Parce que d'abord, le Bitcoin, dans la même manière que l'or, pourrait souffrir de la politique de taux, mais également de l'inflation. Alors inversement, l'Ether, ce ne sera pas le cas. L'Ether qui supporte de nombreux projets qui ont le vent en poupe, notamment les NFT. Vous savez, ces tokens qui s'échangent et qui rencontrent une grosse popularité, mais également la DeFi. Donc deux gros projets qui sont soutenus par le protocole Ethereum. Ce sont des projets qui sont basés sur Ethereum et qui procurent donc à l'Ether, à la crypto native d'Ethereum, de plus belles perspectives que pour le Bitcoin. D'un point de vue technique, l'Ethereum doit se maintenir au-dessus de cette Kijun. Et ce sera une année importante, 2022 pour l'Ether, parce qu'on va passer à la Proof of Stake, la preuve d'enjeu. On est à l'heure actuelle sur une Proof of Work, comme pour le Bitcoin. Vous savez, pour miner un bloc de Bitcoin, il faut répondre à un problème mathématique très complexe. Et donc, on engage de la puissance informatique et donc de l'électricité. Donc concrètement, ce qui nous permet de créer des bitcoins, de miner des blocs, c'est de justifier d'une grosse consommation d'électricité pour résoudre un problème mathématique complexe. C'est très différent pour l'Ethereum, ça ne se base pas sur la consommation d'électricité, mais sur la participation. C'est une sorte de minage virtuel et donc il n'y a pratiquement pas d'impact écologique. Et ça, c'est un réel problème pour Bitcoin. C'est ce système de proof of work qui nécessite une grosse consommation d'électricité. C'est pour ça qu'on dit que le Bitcoin est un désastre écologique. Donc, voilà, très rapidement, beaucoup d'arguments qui plaident en faveur de l'Ethereum face notamment au Bitcoin. Et ça se tient d'un point de vue technique. Ça se tient largement. L'Ethereum passe au-dessus de la Kijun en données journalières, alors que, vous voyez, le Bitcoin, on est dans le nuage, on est bien loin de notre Kijun. Donc, l'Ethereum serait peut-être à favoriser. Donc voilà pour les crypto-monnaies, rien à signaler. Peut-être ici, on a Cardano,
toujours rien, on est toujours aux portes de l'objectif. On va voir Polkadot de la même manière que le Bitcoin, on est dans le nuage. Si on sort du nuage, effectivement, on a de belles perspectives pour aller chercher les 44,10. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur le compartiment des crypto-monnaies. On passe sans plus tarder sur les matières premières. Le gold toujours sous pression, 1790 dollars l'once. Ici, on est très proche d'un twist. Donc, je verrai bien le gold se replier, traverser le nuage par ici, et il faudra casser les 1765 dollars l'once. Alors, si on casse les 1765 dollars l'once, hein, dans ce cas-là, la baisse pourrait s'approfondir et l'objectif serait à 1730 environ, 1725 dollars l'once. Donc, prudence sur le gold qui est juste à côté d'un twist et qui pourrait donc passer assez aisément, franchir assez facilement ce twist de nuage. Qu'en est-il du pétrole? Vous voyez la baisse qui s'approfondit pour le pétrole, hein, donc ici je pense que aujourd'hui ça sera une séance baissière et on va peut-être atteindre un creux aujourd'hui en cours de séance et demain lorsque l'OPEP+ va annoncer sa décision, là effectivement on pourra avoir une remontée assez impressionnante. Donc ce sera très intéressant de le voir ensemble. Vous voyez pour le moment sur le WTI, on est à 67,80 dollars. Hein, on pourrait terminer la séance par exemple à 65 dollars et 65 dollars ça pourrait être un bon un bon point de départ, hein, vous voyez les 65 dollars ici, ça a été un niveau de support à maintes reprises lorsqu'on était dans l'enceinte de ce drapeau. Ça pourrait être un bon point de départ également pour une reprise haussière après une éventuelle annonce de l'OPEP+, qui voudrait exercer des représailles contre notamment les États-Unis, le Japon et j'en passe, pour les punir d'avoir eu recours à leurs réserves stratégiques en vue de baisser les cours du pétrole et donc baisser les cours d'essence. L'OPEP+ pourrait annoncer une pause dans son augmentation progressive de la production, voire une réduction de la production, hein, ce n'est pas exclu, mais dans les deux cas, on pourra avoir une remontée assez impressionnante du pétrole WTI, on pourra aller chercher les 73 dollars, 80. Donc vous voyez, il y a 8 dollars de marge ici si on atteint les 65 dollars. Donc ce ne sont que des hypothèses, mais en tout cas je pense que la séance du jour sera baissière, qu'on pourrait atteindre un creux aujourd'hui et assister à une remontada assez impressionnante comme nous fait le pétrole assez souvent, une belle impulsion haussière assez brusque pour après construire une tendance haussière comme ce qu'on voit très souvent, une tendance haussière régulière. Vous voyez ici par exemple on a eu une belle hausse régulière, c'est quelque chose qu'on a eu encore une fois ici, une belle hausse régulière. Donc les actions de l'OPEP+ engendrent ce genre de hausse. On a une première impulsion et ensuite on monte de manière régulière sur le pétrole, hein. Vous pouvez le voir, c'est ce que l'on constate. On a de belles impulsions haussières. Après, c'est assez régulier, des petites périodes de correction et on repart à la hausse. Donc voilà pour mon scénario concernant le pétrole. Pourquoi j'insiste? Parce que demain, on prendra connaissance de la décision de l'OPEP+. Vous voyez ici en données H4, hein, on s'est littéralement effondré. Le gaz naturel, alors on est en repli complet. Pourquoi? Alors d'abord on a le repli des matières premières énergétiques qui vient peser sur les cours du gaz naturel et en plus de cela, pour ne pas arranger les choses, les dernières prévisions météorologiques annoncent des températures relativement hautes, relativement chaudes par rapport aux moyennes de saison et donc ces prévisions météorologiques sont venues nous éloigner des sommets. Alors ce qu'il faut savoir par contre, alors certes on pourra avoir des températures au-dessus de la moyenne pour le mois de décembre, mais habituellement on est en dessous de la moyenne en janvier voire en février. Donc on va avoir une certaine volatilité sur les cours du gaz naturel. En janvier, on pourra avoir de nouvelles impulsions. Donc ici, jusqu'où va se replier le gaz naturel? Je le verrai bien vers 4,160 éventuellement. Et ici, en janvier, ça pourrait être un bon point de départ pour aller à l'attaque du nuage au-dessus des 5, aux alentours des 5,300 environ. Pour le moment, on est à 4,600. Mais le repli pourrait donc s'approfondir pour aller chercher 4 avant de repartir à la hausse, chercher le nuage. C'est un scénario, ça dépendra de la météo, hein. Le gaz naturel dépend énormément de la météo. Lorsque les températures sont inférieures à la moyenne, la demande de gaz naturel pour le chauffage, par exemple, augmente considérablement. Et ce genre de choses, on le voit plus en janvier et février. Donc pour le moment, vous voyez, la météo n'est pas dans le camp des acheteurs, au contraire, dans le camp des vendeurs. Le tout, pour ceux qui souhaitent acheter gaz naturel, c'est d'attendre un repli plus conséquent qui pourra intervenir très bientôt, parce que d'un point de vue Ishimoku, on est sorti par le bas de nuage, et vous voyez, la Chikuspan est sur le point d'en sortir. Donc ici, si on casse ce support des 4.500, on pourrait aller chercher les 4.160, voire le seuil psychologique à 4. On y est presque. Et c'est à ce niveau-là qu'on pourrait avoir un rebond.
Donc voilà pour les matières premières. Je ne vais pas aller plus loin, hein. Je pense qu'il y a eu un gros un repli, hein, sur le maïs, un repli également conséquent sur le blé. Vous voyez, en données mensuelles, on revient encore une fois sous le retracement de Fibo à 78,6%. Le tout, hein, ici, c'est d'avoir une clôture mensuelle au-dessus. Et vous l'aurez compris, on est le 30, hein, la clôture mensuelle c'est ce soir. Donc si on arrive à clôturer au-dessus des 818, la prochaine cible est à 1000, hein, concrètement, 934 plus précisément, et ça correspond ici au sommet qui date de 2012, de l'été 2012. Et c'est la prochaine cible si on clôture au-dessus du retracement de Fibo à 78,6%. On passe sans plus tarder sur le marché des changes avec ici un billet vert en retrait, hein, vous l'aurez compris, cela favorise l'euro-dollar. Donc on a parlé de ce scénario d'un éventuel retrait. Bon, ces derniers temps, on fait beaucoup de scénarios parce qu'on a atteint des objectifs. Donc maintenant, le tout, c'est d'avoir un temps d'avance. Et vous voyez, le billet vert est en train de se replier. Un billet vert qui se replie, qui franchit la Tenkan et qui pourrait aller chercher les 95, aller chercher sa Kijun. Et donc 95, cela nécessiterait au billet vert en données H4 de sortir de son nuage par le bas. Et là, effectivement, d'un point de vue intraday, on pourrait avoir un repli plus conséquent. En tout cas, ces perspectives baissières sur le billet vert favorisent l'euro-dollar qui repasse au-dessus de 1,13. On a 1,1315 environ. Le tout sera de s'attaquer à 1,1355. Un gros niveau de résistance, hein, vous voyez, mine de rien. Ici, on a eu une tentative haussière qui a été rejetée par cette résistance, par le retracement externe de Fibo à 161,8%. Donc c'est ce niveau qu'il faudra franchir pour espérer pour l'euro-dollar aller chercher la prochaine cible. 1,1440, ça m'a l'air raisonnable pour l'euro-dollar si le repli du billet vert venait à se poursuivre en direction des 95,100. GBP-USD, on est en train de temporiser au-dessus des 1,33, on est très proche de l'objectif théorique. USD4, vous l'aurez compris, on poursuit à la hausse, on répond à la baisse du pétrole pour progresser, hein. Ici, concrètement, un USD4 en hausse, ça veut dire qu'avec 1 dollar, on a plus de dollars canadiens. Donc ça renforce, la baisse du pétrole renforce la paire USD4, mais il faut comprendre que ça affaiblit la devise, le dollar canadien. Un dollar canadien qui s'affaiblit veut dire qu'avec 1 dollar américain, on a plus de dollars canadiens, donc l'USD4 est supérieur, augmente. L'USD4 augmente lorsque le pétrole baisse, parce que lorsque le pétrole baisse, le dollar canadien s'affaiblit. Voilà pour le raisonnement concernant l'USD CAD, AUD-USD, on est sur un gros support à l'heure actuelle. Alors on est peut-être en train de le casser dans ce cas-là. Prudence, hein, on va peut-être s'intéresser plus en détail prochainement sur l'AUD-USD et GBPN également qui pourrait se replier en direction des 149,300 sur un gros support. Donc ce sont les deux paires qui sont sur support, qui pourraient se replier davantage. Très rapidement, l'AUD-Yen également est très intéressant parce qu'on a eu un signal de vente Ishimoku qui pourrait être validé très prochainement. Vous voyez, le support tient bon pour le moment. C'est ce support qui tient la lagging span, qui l'empêche de traverser le nuage. Si ce support venait à céder, alors dans ce cas-là, la cible serait le prochain support aux alentours des 78 850, dernier rempart avant ici les 78.300 environ. Donc AUDN également très intéressant. Et sur ce, on met un terme à ce Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne séance de trading, une excellente journée. Je vous donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.